Merci à Xavier Martin et Hubert Joannet de nous avoir permis de présenter cette séance et je suis ravi d'avoir Maître Lucas Balou avec moi pour la modérer. Nous allons débuter par le début de l'installation des jeunes dans les établissements privés, c'est-à-dire quels contrats, les points importants, comment ça se passe, exclusivité ou pas, masse commune, achat de patientèle. Donc Isabelle Lucas-Balou va nous faire cette présentation pour débuter. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai l'air passer un peu. Merci. Non. Vous avez dit une présentation pour débuter, mais pas forcément une présentation de débutant, puisque on peut avoir des chirurgiens qui s'installent sans être débutants et qui vont comparer le contrat de leur grand-père avec le contrat que va leur proposer aujourd'hui la clinique, particulièrement si elle relève d'un groupe de cliniques. Et on constate que nous avions hier des contrats qui étaient les contrats de la stabilité, des contrats accessibles avec des exclusivités, un nombre de lits qu'on concédait, des indemnités en cas de rupture et par voie de conséquence une certaine patrimonialité. Et aujourd'hui, on a constaté une évolution vers un plus grand réalisme de l'environnement. Les groupes de cliniques luttent contre les abus de droit, l'abus du droit de son exclusivité, l'abus de droit de concurrence, l'accessibilité est extrêmement encadrée, les indemnités de rupture sont de plus en plus rares parce que l'environnement des cliniques privées impose qu'aujourd'hui les contrats ne puissent plus être les mêmes qu'il y a une trentaine d'années. Alors, celui qui va s'installer, celui qui vient demander à une clinique de lui signer un contrat, va comme tout intervenant, tout acteur sur un marché, être soumis à la loi du marché. C'est-à-dire que si on a envie de lui dans la clinique, eh bien on va lui concéder des conditions qui vont être extrêmement favorables. On va passer par-dessus tous les obstacles prétendus pour quelqu'un qu'on désirerait moins. Et si en revanche il y a une liste d'attente des candidats pour entrer dans un établissement, eh bien comme l'impose habituellement la loi du marché, ce ne seront pas les mêmes conditions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible en matière de contrat d'exercice libéral d'un chirurgien au sein d'un établissement de santé privé. Il n'y a pas de contrat type qui s'impose, tout est négociable et vous saurez assez rapidement avec votre interlocuteur qui représente la clinique si vous êtes vraiment désiré ou pas. Une des questions que vous m'avez posées est de savoir s'il faut ou non acheter une patientèle, dans le sens générique du terme, c'est-à-dire payer pour entrer, payer à qui, payer à la clinique ou payer à un prédécesseur. Alors ça c'est une très bonne question. On sait que la patientèle d'un chirurgien est très liée au chirurgien, qu'elle est assez difficilement cessible avec une contrepartie économique, mais on sait aussi que se trouver au cœur d'un bassin de recrutement dans une spécialité et prendre la place de son prédécesseur à cette fin peut constituer des conditions tout à fait favorables à un démarrage rapide plutôt que de visser sa plaque, de faire la tournée des correspondants, la tournée des patients, d'attendre que le bouche à oreille fasse son effet, ce qui peut prendre parfois plusieurs années. Donc il est assez difficile quand on part de vendre sa clientèle et on s'aperçoit qu'il est assez plus simple de vendre des parts de sociétés d'exercice, des parts de sociétés d'exercice libérales, CEL, CELARL, CELARS, toutes les déclinaisons, ou des parts de sociétés civiles professionnelles, si votre prédécesseur est un chirurgien qui s'était encadré avec des confrères dans un cabinet de groupe qui a pu fidéliser un certain recrutement, une filière de recrutement par exemple. Alors, il y a autant de cas d'espèces que de chirurgiens, que d'établissements. C'est différent en Île-de-France et dans certaines métropoles que dans des déserts médicaux. Et vous avez tous des exemples différents à citer, je n'en doute pas.
Attention, si vous êtes en société d'exercice libéral, c'est la société d'exercice libéral qui doit signer le contrat. Un contrat individuel que vous avez signé en nom propre ne se transmet pas automatiquement à la clinique. Là, il y a eu des grandes déceptions avec des contrats très bien négociés à une époque où le médecin était seul, exerçait à titre libéral, indépendant. Il a cru qu'en apportant lui-même son contrat à la société d'exercice libéral, elle était titulaire du contrat. Pas du tout. Il y a maintenant une jurisprudence abondante. Attention au champ contractuel. Aujourd'hui, on découpe les contrats d'exercice libéral en hyperspécialité. C'est-à-dire vous ne signez plus un contrat de la chirurgie générale. Vous ne signez plus, comme on l'a fait il y a 40 ans. Vous allez signer à l'intérieur de l'orthopédie un contrat pour le rachis, pour le membre inférieur, pour le membre supérieur. Et dans le membre supérieur, on a des contrats qui peuvent être limités à la main, à l'épaule, au coude. Il faut que ça s'inscrive évidemment dans une harmonie avec les autres disciplines. Et attention, dans l'avenir, ça c'est un sujet extrêmement préoccupant aujourd'hui, à partir du moment où vous allez, on y reviendra dans un instant, négocier une exclusivité, attention aux disciplines qui vont être occupées par des spécialistes dans d'autres disciplines que la vôtre. Par exemple, l'imagerie interventionnelle qui va venir consommer des parts de marché d'un certain nombre de chirurgiens, mais il n'y aura pas violation de votre exclusivité puisque ce sont des radiologues et non pas des chirurgiens qui exercent les mêmes actes. Ce sont les actes frontières qui doivent attirer votre attention lorsque vous envisagez la signature d'un contrat particulièrement d'exclusivité. Alors c'est le point sur lequel vous m'avez spécialement interrogé, l'exclusivité, qu'on appelle aujourd'hui l'exercice privilégié, parce que exclusivité ça faisait un peu VRP, mais exercice privilégié ça ne veut pas dire grand-chose, donc il faut définir où est le privilège, quel est l'encadrement du privilège. Donc là, on va reparler de fourniture de moyens, on va reparler de nombre de vacations, on va reparler de nombre de médecins, qui donne son agrément. Tout ça, ce sont des clauses qui sont extrêmement et fréquemment au cœur de contentieux ultérieurs, donc soyez très attentifs à la rédaction. La violation de l'exclusivité par la clinique va évidemment générer des dommages-intérêts, puisque c'est une violation du contrat, et le chirurgien pourra demander le respect de son contrat sous astreinte, c'est-à-dire une somme qu'on va verser à chaque infraction. C'est la raison pour laquelle, dans les groupes de cliniques, on refuse aujourd'hui de vous donner des exclusivités, sauf circonstances exceptionnelles. Attention, est-ce que l'exclusivité est bilatérale? La clinique n'a pas le droit de recruter un chirurgien de votre spécialité, mais vous, est-ce que vous avez le droit d'aller exercer ailleurs? Il faut le mettre également dans votre contrat, ce sont des clauses essentielles, et vous pouvez mesurer les droits, les devoirs, les obligations de chacun à l'aune, par exemple, du matériel. Est-ce qu'il y a un matériel que vous n'avez pas dans un établissement? Est-ce que ça vous permet d'aller opérer ce type de patient ailleurs? Et tout ça doit évidemment être spécialement mentionné dans le contrat. Alors, je passe sur des sujets que vous trouverez dans le diaporama qui sont un peu moins importants. La continuité des soins, c'est un sujet de contentieux régulier en matière d'exercice libéral. Lorsque vous acceptez des gardes et des astreintes, vous savez que vous allez avoir à gérer l'ensemble des patients qui vont arriver non programmés dans l'établissement. Mais un certain nombre de contrats ne sont pas rédigés ainsi et les chirurgiens sont parfois simplement limités à la continuité des soins de leurs propres patients, c'est-à-dire ceux qu'ils ont opérés eux-mêmes ou leurs confrères. Alors faites très attention à ça. Si vous êtes dans un établissement qui accueille les urgences, il faut que vous sachiez en signant si vous êtes tenu d'une permanence au sein de votre spécialité en accord avec les autres spécialistes de votre spécialité, ou si vous êtes seulement tenu de la continuité des soins aux patients que vous avez personnellement opérés. Dans le contrat, vous devez évidemment mentionner dans quel secteur vous êtes et si c'est ou non essentiel pour l'établissement. On rencontre de plus en plus de difficultés sur ce point puisque les ARS, parfois, imposent une certaine quantité d'actes en secteur 1, par exemple. Alors si vous êtes secteur 2 et que vous êtes dans un établissement dans lequel on va vous imposer des contraintes tarifaires, sachez-le dès le contrat.
Le paiement de la redevance, alors ça c'est un sujet que tout le monde connaît, les expertises sont multiples pour savoir s'il est normal que vous payiez 15, 12 ou 2,5% de vos honoraires. La règle qui est maintenant extrêmement précise est que vous devez payer, vous chirurgiens, le coût réel des prestations que vous offre la clinique, pas plus, et si vous avez la chance de payer moins et que c'est contractuel, en revanche la clinique ne peut pas augmenter la redevance sans votre accord, c'est-à-dire sans avenant. Bien plus si on ne vous offre finalement que peu de choses parce que vous payez vous-même votre aide opératoire, que vous payez vous-même votre secrétaire dans votre cabinet qui n'est pas nécessairement logé à l'intérieur de la clinique, et que finalement vous avez payé 15% pendant 10 ans alors que les prestations valaient grossièrement 4%, eh bien vous pouvez demander à la clinique la répétition de la redevance que vous avez payée indûment. C'est ce qu'on appelle la répétition de l'indu, mais aujourd'hui la période pour laquelle vous pourrez faire cette demande est limitée à 5 ans. Elle était avant de 30 ans. N'oubliez pas qu'il est prévu à la fois dans la Convention et dans le Code de la santé publique que l'aide opératoire est à la charge du chirurgien. Alors vous pouvez prendre des accords avec la clinique ou avec une société civile de moyens que vous allez constituer avec d'autres chirurgiens pour qu'elle soit gérée, employée, que ces plannings soient faits par une collectivité de chirurgiens, en SCM par exemple, ou bien que ce soit la clinique qui la mette à votre disposition. Dans ce cas-là, ça va rentrer, ça va s'ajouter à la redevance que vous allez payer, avec évidemment la TVA à 20% en plus. La durée du contrat, aujourd'hui tous les contrats sont à durée indéterminée, on ne fait plus de contrats de carrière comme ont connu les plus anciens d'entre vous, mais je vois que tout le monde est très jeune dans la salle. Donc vous avez aujourd'hui des durées qui sont des durées indéterminées avec des préavis à respecter qui tiennent compte de l'ancienneté du médecin au sein de l'établissement. Il est de plus en plus rare que les contrats prévoient des indemnités de résiliation. La seule obligation, c'est de respecter un délai de préavis, c'est-à-dire ne pas mettre devant le fait accompli son partenaire contractuel, que ce soit la clinique ou que ce soit le médecin, par une décision brutale de quitter l'établissement. Il faut que chacun ait le temps de se réinstaller. Est-ce que vous allez pouvoir présenter un successeur ou partager votre contrat? C'est l'association, c'est la présentation d'un successeur si vous faites valoir vos droits à la retraite ou que vous quittez la région. Pour ça, il faut que votre contrat soit cessible. Les groupes de cliniques aujourd'hui refusent la cessibilité, mais acceptent de regarder votre candidat. S'il leur convient, ils lui donneront un nouveau contrat, c'est-à-dire un contrat à jour par rapport au vôtre s'il a déjà quelques années. Alors là encore, attention, si vous avez signé au sein d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP, vous devrez respecter les clauses d'agrément des associés à l'intérieur de la société d'exercice, et la clinique ne peut pas imposer un agrément pour l'entrée d'un chirurgien au sein de votre salle. En revanche, elle peut dire « je vous laisse agréer les candidats que vous voulez au sein de votre salle, mais seuls ceux que j'aurai, moi, clinique, agréés, pourront travailler au sein de mon établissement. » Si vous décédez avant la résiliation de votre contrat prévu, vos ayants droit peuvent faire gérer par un confrère votre cabinet pendant 3 ans, renouvelable une fois avec l'autorisation du Conseil de l'Ordre des médecins. Les difficultés d'exercice en matière de contrat d'exercice libéral sont d'abord soumises à une conciliation qui peut être ordinale mais qui n'est pas nécessairement ordinale, puisque si vous, chirurgien, êtes soumis à l'ordre des médecins, ce n'est pas le cas de la clinique, et beaucoup de contrats prévoient que chacune des parties choisira son propre conciliateur, qui n'est pas nécessairement un membre du Conseil de l'ordre. À défaut de conciliation, vous avez des procédures d'arbitrage que je déconseille, car c'est souvent une loterie qui tient compte de la qualité des arbitres, mais vous n'en choisissez qu'un. Le deuxième est choisi par votre contradicteur et le troisième par les deux.
Donc c'est souvent le choix du troisième qui fait la différence quand on a un débat de fond. Et on s'aperçoit que finalement les délais ne sont pas plus brefs que ceux d'un tribunal qu'on peut saisir à jour fixe aux fins d'obtenir un jugement en 4 ou 6 mois, ou bien les procédures judiciaires. Vous l'avez compris, le contrat ne fait pas le bonheur des gens malgré eux, mais un contrat d'exercice sur lequel vous aurez un peu réfléchi avant de le signer peut éviter du contentieux. Merci de votre attention. Merci maître, on disait qu'il ne fallait pas donner un micro aux avocats parce qu'on dépassait le temps, mais là vous êtes d'une ponctualité exemplaire. Pas pareil. Hein, et que les autres en tiennent compte. Alors les jeunes, c'est un peu complexe tout ça, mais vous avez sûrement des questions. Non, pas de questions précises. On fera à la fin, ça vous viendra peut-être. Moi j'avais juste une question, à moins qu'on reporte à la fin, c'était de demander à Philippe Cuc quelle était sa réaction à ce qu'a affirmé Maître Luc Abalou, c'est-à-dire que dans le Code de la santé publique, l'aide opératoire était à la charge du chirurgien. Je vais le soulager parce que nous sommes en plein contentieux actuellement entre chirurgiens et établissements à propos de la redevance, et ce sujet qui a été amorcé par un de nos confrères qui a porté plainte contre son établissement, qui n'a jamais pu prouver que les aides opératoires n'étaient pas à la charge de l'établissement, amène un contentieux qui commence et qui va peut-être durer très longtemps. Oui, c'est très intéressant. Alors, nous défendons pas la position de Maître Luc Abalou parce que nous pensons que les temps ont changé et que les financements des établissements par les GHS, qui incluent les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de l'acte chirurgical, font que les moyens humains et techniques sont inclus dans le GHS. Alors, bien entendu, on traîne une espèce d'antériorité parce que la T2A et les GHS c'est 2005 et qu'avant il y avait le FSO, etc. Et j'ai bien noté que dans l'article là, ce sont le personnel choisi par le chirurgien. Il est évident que si le chirurgien a besoin à titre personnel de personnel qui choisit pour être 3-4 autour de la table d'opération, c'est bien sûr à sa charge. Mais les moyens humains nécessaires, la chirurgie ne se fait pas, on n'est plus à l'ancien temps de voir arriver les secrétaires ou les copines ou les fiancées ou les femmes pour faire de la chirurgie. Aujourd'hui, on est avec des réglementations. D'ailleurs, il y a un sujet très important qui est le sujet des IBOD aujourd'hui dans les blocs opératoires, et tout ça malheureusement c'est à la charge des établissements, et il y a eu déjà un petit peu de jurisprudence à Agen où on a démontré que il fallait, voilà, les chirurgiens ne paient plus leur aide opératoire, et je pense que ce sujet devrait être partagé parce que les établissements n'ont pas intérêt à aller dans ce sens, parce qu'on va dans le mur, parce que le monde est comme ça, et je pense qu'aujourd'hui, les IBOD, etc., fait que les moyens humains et techniques seront inclus. Alors, bien sûr, l'évolution des propriétés des établissements, et en particulier des groupes financiers, qui n'ont comme seul objectif quand même d'augmenter leurs revenus financiers, ils vont essayer de tirer de l'argent partout. Moi, je voudrais dire simplement il faut faire attention à ça parce qu'on va dégrader considérablement l'exercice chirurgical dans ces conditions de conflits permanents qui vont avoir lieu de plus en plus, de contentieux. Et nous avons fait une enquête récemment sur 500 chirurgiens libéraux. Vous avez des redevances qui vont de 1% à 40%. Et si on n'est pas capable aujourd'hui, et à la fois établissement et à la fois chirurgien, de trouver des accords sur la pratique professionnelle et sur le coût de la pratique et sur ce qui est payé ou pas payé, on va dans le mur. Parce que
nous n'aurons cesse que d'aller dans le contentieux qui détériore la qualité de notre exercice et qui détériore les bonnes relations. Donc moi je pense que là il y a un vrai sujet, mais enfin c'est peut-être pas le moment de trop aller dans ce sens, mais voilà, je pense. Non, mais je crois qu'il fallait le dire parce que c'est l'aide opératoire, moi je le répète toujours, est le talon d'Achille du chirurgien. Comment opérer une urgence un dimanche si on n'a pas une aide opératoire assurée? Comment faire pour assurer la qualité des interventions à froid si on n'a pas des aides opératoires particulièrement formées et aguerries? À l'époque où les infirmières circulantes de salle d'opération sont de plus en plus des intérimaires, on a besoin d'un élément IBAUD solide sur le champ opératoire. Aide opératoire et instrumentiste. Voilà. Et éventuellement il y a maintenant des sociétés savantes qui déterminent le nombre de personnel nécessaire pour faire une intervention. Alors il n'y a que les gens qui ne veulent pas voir la réalité ou pas voir ce qu'est la chirurgie moderne, mais quand on fait une opération lourde de chirurgie abdominale, on a besoin au moins d'une infirmière aide opératoire et au moins d'une infirmière instrumentiste. Voilà, c'est tout. Si on considère que la chirurgie va se faire tout seul dans son coin, avec etc., c'est pas possible. Bien. Maître, bien sûr. Juste un mot pour vous dire que très clairement, je ne vous ai pas dit que votre position était mauvaise. Je vous ai dit qu'il fallait contractualiser dans la convention d'exercice sur qui prend en charge l'aide opératoire. Sinon, vous avez des textes réglementaires qui sont ceux que j'ai cités. Oui, mais moi j'ai un texte réglementaire qui est là. J'ai un texte réglementaire qui dit que tous les moyens humains et techniques sont inclus dans le GHS. Et c'est pas nous qui l'inventons. Hein. Donc, Voilà, bon, c'est une première mise au point. Nous allons donner, après le côté juridique, nous allons donner la parole à Dominique Pouls. Je présente Dominique Pouls, c'est un de nos collègues chirurgiens qui a réussi l'exploit de réussir 2 carrières simultanées, une carrière de praticien de grande qualité et une carrière de dirigeant et propriétaire d'établissement. Alors certains diront que c'est l'ancien monde quand les chirurgiens étaient propriétaires de l'établissement, peut-être que Philippe le précisera, mais en tout cas, je crois que c'était lui qui était le mieux